Le fracas du métal, l'odeur du sang et de la cendre. 70 000 anciens esclaves et gladiateurs marchent en un mur contre 70 000 légionnaires de la République. Mais comment se fait-il que des hommes qui hier combattaient pour le divertissement de la foule aient aujourd'hui fait trembler Rome elle-même? Qu'est-ce qui a poussé l'ancienne superpuissance à presque succomber aux mains de ceux qu'elle considérait comme de la poussière sous ses sandales? Et pourquoi la fin de cette révolte s'est-elle avérée plus terrible que n'importe quelle victoire? L'an 73 avant notre ère, le sud de l'Italie. Selon Plutarque, 78 hommes se sont échappés de l'école de gladiateurs de Capoue, armés de couteaux de cuisine et de broches. À leur tête se trouvait le Thrace Spartacus, un homme qui, selon certaines sources, avait servi dans l'armée romaine, selon d'autres, était un prisonnier de guerre. Ainsi commença la révolte qui était destinée à devenir la plus grande rébellion d'esclaves de l'histoire du monde antique. Ces fugitifs furent les premiers à comprendre une vérité simple. Dans l'arène, ils combattaient à mort pour le spectacle, mais en dehors des murs de l'arène, pour la vie. Lorsqu'ils ont atteint le volcan Vésuve et repoussé les légions, leur camp est devenu non seulement un refuge, mais un symbole de liberté. Les archéologues trouvent encore aujourd'hui des pointes de flèches carbonisées et des fragments d'armes au pied de la montagne. Les traces de la première victoire de l'armée de Spartacus. Une masse dense de guerriers armés de lances et de boucliers primitifs, ressemblant à une écaille géante. C'est ainsi que les anciens chroniqueurs décrivent la formation de combat des gladiateurs en fuite. Une telle formation dans l'armée romaine était appelée la phalange. Un alignement serré où chacun protège son voisin avec son bouclier, tel un maillon dans un mur unique. Cette phalange improvisée a montré que la discipline peut naître non pas d'un ordre, mais d'une haine commune envers les maîtres. Les esclaves étaient unis non par un serment, mais par le souvenir du fouet. C'est précisément là que résidait leur force, et leur faiblesse à la fois. Sans étendard ni système d'approvisionnement, ils vainquaient malgré tout des soldats entraînés. Mais Rome ne pardonnait pas le défi. Lorsque les premières unités punitives furent défaites, les sénateurs discutaient en panique de ce qu'il fallait faire. Certains proposaient des négociations. D'autres exigeaient l'extermination jusqu'au dernier homme. Mieux vaut combattre les barbares à l'étranger que les esclaves sous les murs de nos villas, écrivait l'un des chroniqueurs romains. Et pourtant, pendant que les patriciens se disputaient, l'armée de Spartacus grandissait. À l'automne de l'an 72 avant notre ère, plus de 70 000 personnes se trouvaient déjà sous son commandement. Des esclaves en fuite, des bergers, des déserteurs. Ils n'avaient ni étendard ni casque d'or, mais chacun d'eux connaissait le prix de la douleur et le prix de la liberté. La République romaine se préparait à une nouvelle campagne, espérant écraser la révolte par une seule opération éclair. Mais en bas, sous le couvert des montagnes du sud, grandissait une force qu'on ne pouvait plus considérer comme une révolte. Une force capable d'ébranler l'essence même du monde romain. L'ordre, la discipline et la peur. Pendant qu'à Rome les sénateurs se disputaient pour savoir qui était digne de l'honneur de soumettre la populace d'esclaves, Spartacus créait une armée. Non pas selon les lois de la République, mais selon les lois de la survie. Dans les vallées de Lucanie et des Pouilles, où l'on faisait paître les moutons et récoltait le raisin, résonnaient désormais les coups des marteaux de forgerons. À partir de socs de charrues, de chênes et de débris de roues, les forgerons esclaves forgeaient des épées et des lances. Selon Appien, ils extrayaient même le fer des portes des villas romaines, de celles-là même pour les festins luxueux desquels on mourait autrefois dans l'arène. Chaque jour au camp commençait de la même manière. Formation, entraînement, répartition du butin. Pour les anciens gladiateurs, c'était une discipline habituelle, mais elle servait désormais un autre but. Le soleil se levait sur le camp, se reflétant dans le bronze brut des casques, et chacun de ceux qui se tenaient en rang comprenait « derrière soi, il n'y avait plus de maître, et devant soi, seulement la mort
ou la liberté. Ces guerriers n'avaient pas les armures des légionnaires, mais ils avaient de l'ingéniosité. Au lieu des loricae, des plastrons en cuir rembourrés de crins de cheval, au lieu des boucliers standards, des couvercles de charrette et des planches attachées avec des lanières. Cet équipement était appelé une cuirasse improvisée, une armure temporaire qui protégeait aussi bien qu'une armure. Les historiens notent que le poids d'une telle protection dépassait rarement 8 kg, presque 2 fois moins que celui des soldats romains. Cela conférait une mobilité incroyable au combat. Spartacus comprenait. Pour survivre, il devait apprendre aux esclaves à penser comme des guerriers. Et il fit ce que ni les ennemis, ni ses propres compagnons n'attendaient. Il instaura l'ordre. Chaque unité avait son chef, chaque détachement était responsable d'une partie des provisions, de la reconnaissance, du transport. Ces mesures transformèrent une foule hétéroclite en une force de combat opérationnelle. Plutarque écrivait que la discipline de Spartacus frappait même les Romains. Il interdisait le luxe, partageait le butin équitablement et punissait le pillage. Pendant ce temps, à Rome, la situation devenait plus sérieuse. Après une série de défaites, le Sénat confia la répression de la révolte aux armées consulaires, 2 armées de 30 000 hommes chacune. À leur tête se trouvaient des commandants expérimentés, Lucius Gellius et Gnaeus Cornelius Lentulus. Leurs légionnaires étaient entraînés, approvisionnés et convaincus qu'ils en finiraient avec la populace en quelques semaines. Mais ils firent face non pas à une foule d'esclaves, mais à une force organisée, où chaque combattant luttait non pour la solde, mais pour sa vie. Lorsque les troupes de Gellius rattrapèrent l'armée de Spartacus près du mont Garganus, les rebelles tendirent une embuscade. Les gorges étroites, le brouillard épais, les sons des corps, les Romains étaient pris au piège. Selon le témoignage d'Appien, la bataille dura jusqu'au soir. Quand le soleil disparut, moins de la moitié des 5000 soldats de Gellius avaient survécu. Les autres gisaient dans la boue. Et les gladiateurs se tenaient au-dessus d'eux avec des lances rougies de sang. À partir de ce jour, à Rome, on cessa d'appeler Spartacus l'esclave. On commença à l'appeler l'ennemi. Pour un Romain, cela signifiait qu'il avait gagné la reconnaissance en tant que général. Mais avec cette reconnaissance vint une autre chose. Le prix que Rome était désormais prête à payer pour sa tête. À chaque nouvelle bataille, l'armée des insurgés gagnait en expérience. Ils capturaient des entrepôts, fortifiaient leurs positions, créaient leurs propres services de renseignement. Dans l'un des camps, découvert par les archéologues en Calabre, on a trouvé des restes carbonisés de pain et d'os d'animaux. Des traces montrant que cette armée avait vécu des mois au même endroit, construit des abris, maintenu l'ordre. Ce n'était pas seulement une bande de fugitifs, c'était l'ombre de Rome, le reflet de sa propre machine de guerre. Cependant, Spartacus avait un autre objectif, comme l'écrivait Plutarque. Percer vers le nord, vers les Alpes, et renvoyer ses hommes chez eux. Il voulait terminer la guerre, non la commencer. Mais le destin écoute rarement ceux qui s'opposent aux empires. Lorsque son armée approchait déjà des Alpes, des foules d'esclaves commencèrent à débattre. Fallait-il retourner dans leur terre natale ou aller plus loin, vers Rome elle-même? C'est dans ce débat qu'apparut pour la première fois une fissure qui un jour briserait leurs forces. Depuis lors, sur les routes romaines, on entendait de plus en plus souvent non seulement les pas des légionnaires, mais aussi les tambours du camp de Spartacus. Un signal que l'esclave, une fois levé de ses genoux, ne baissait plus la tête. Le printemps de l'an 71 avant notre ère. L'Italie brûlait. La révolte de Spartacus n'était plus une nouvelle. Elle était devenue un cauchemar. Au sud et au centre de la péninsule, des villas entières étaient désertes, les routes transformées en bandes de cendres. Le chroniqueur Appien écrivait « La peur serrait le cœur des Romains.
car personne ne savait où était l'ennemi. Aujourd'hui près de Naples, demain aux portes de Rome. En réponse, le Sénat nomma un nouveau commandant, Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de la République. Sa fortune personnelle lui permit d'armer 6 nouvelles légions à ses frais, environ 35 000 soldats. Mais l'or n'était pas son arme principale, mais la cruauté. Lorsqu'une partie de son armée s'enfuit du combat, Crassus ordonna d'appliquer une ancienne punition, la décimation. Un soldat sur 10 était exécuté par ses propres camarades. Cette méthode était appelée décimation, un châtiment rituel qui restaurait la peur de la discipline. Après cette exécution, les légions de Crassus devinrent de fer. Les soldats comprirent qu'ils avaient la mort derrière eux, et devant eux, seulement la victoire. Crassus commença à agir différemment des commandants précédents. Il évitait les affrontements ouverts, attendait, épuisait l'ennemi, coupait les routes. Dans les montagnes de Lucanie, il ordonna de construire des lignes défensives, fossés, murs, palissades. Les archéologues trouvent encore des traces de ces fortifications, des kilomètres de fossés creusés à la main. Pendant ce temps, Spartacus réalisa, l'armée de Rome avait changé. Maintenant, elle ne se précipitait plus au combat en criant, mais refermait l'étau. Lors d'un affrontement près du mont Picénum, il perdit une partie de ses combattants expérimentés. Et pourtant, les rebelles continuaient à se battre avec une détermination désespérée. Leur formation ressemblait à des vagues. Elles se brisaient contre le mur de boucliers des légionnaires, reculaient et repartaient à l'assaut. Pour comprendre à quoi ressemblait un tel combat, il faut connaître une notion romaine, le manipule. C'était l'unité de base de la Légion, un groupe d'environ 120 hommes, agissant comme un organisme unique. Les manipules se relayaient dans la formation, ne laissant aucun répit à l'ennemi. Dans le combat contre Spartacus, c'est précisément la tactique manipulaire qui permit aux Romains de renverser progressivement le cours des batailles. Chaque jour, les insurgés manquaient de plus en plus de provisions. Ils vivaient de raids, mais Crassus coupait les routes d'approvisionnement, détruisant tous les convois. La faim, qui était auparavant la campagne des esclaves, revint vers eux. Les chroniques rapportent que certains mangeaient de la viande de cheval, même de la charogne, juste pour ne pas perdre leur force. Et pourtant, Spartacus ne se rendait pas. Il comprenait que dans une guerre d'usure, il n'avait aucune chance, et décida de faire l'impossible. Traverser la mer vers la Sicile. Là, selon les rumeurs, une nouvelle révolte d'esclaves se préparait. Si les deux armées s'unissaient, l'Italie pourrait s'effondrer. Spartacus conclut un accord avec des pirates, qui promirent de transporter son armée sur l'île. Mais lorsque les rebelles arrivèrent sur la côte de Brindisi, la mer était vide. Les pirates avaient pris l'or et avaient disparu. Cette tromperie fut un tournant. Les Romains, sous le commandement de Crassus, avaient déjà refermé l'étau autour des insurgés. 70 000 hommes étaient piégés. Selon Appien, Spartacus comprit qu'il ne pourrait plus reculer. Il ordonna à ses hommes de détruire leurs propres chariots, de brûler les biens superflus et de fabriquer autant d'armes que possible à partir de fer et de cuivre. Il préparait l'armée non pas à la fuite, mais au dernier combat. La nuit précédant la bataille finale fut mémorable pour ceux qui survécurent, comme le silence avant la tempête. Des feux brûlaient sur les collines, et les esclaves aiguisaient silencieusement leurs lames. Spartacus marchait entre les rangs, ne prononçant aucun discours. Il se contentait de regarder. Un ancien auteur écrivait « Il se tenait, appuyé sur sa lance, tel Mars lui-même, là de la guerre. » Pendant ce temps, Crassus encerclait le camp d'un mur de près de 60 kilomètres de long. Il barrait le chemin vers la mer
et menait les esclaves à un affrontement inévitable. La tactique de Crassus était simple et impitoyable. Ne pas laisser l'ennemi s'échapper, ne pas le laisser mourir rapidement. Les historiens débattent pour savoir s'ils comprenaient qu'il transformait la future bataille en boucherie. Mais c'est précisément cette décision qui est entrée dans l'histoire comme l'une des plus froides de la tradition militaire romaine. L'armée de Spartacus se retrouva piégée entre la mer et les murs des légionnaires. La pluie tombait depuis 3 jours, et la boue entravait les pas. Les feux couvaient, la nourriture s'épuisait. Mais dans ce désespoir naissait la détermination. Spartacus comprenait. S'il perdait, le souvenir de la liberté de centaines de milliers de personnes serait réduit en poussière. Et c'est pourquoi, lorsque les premières trompettes de Crassus retentirent dans le brouillard matinal, Spartacus n'attendit pas. Il mena lui-même ses hommes au combat. L'aube surprit les 2 armées dans un silence assourdissant. La terre mouillée fumait sous les pieds des guerriers. Les Romains se tenaient en armes complètes, alignés en manipules, faisant étinceler le laiton de leurs casques et leurs boucliers polis. Devant eux, une masse grise d'hommes en tunique déchirée, avec des armes de fortune, sans armure, mais avec le feu dans les yeux. Selon Appien, Spartacus mena lui-même ses soldats en formation de combat, sans conseiller. Il savait que chaque erreur était désormais la dernière. Un fort vent du nord poussait la pluie sur les visages des esclaves. Spartacus leva sa lance, vieille, avec la pointe cassée, et cria pour être entendu même à l'arrière. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas des esclaves. Aujourd'hui, nous jugeons ceux qui nous ont tenus enchaînés. » Ces mots ne sont pas enregistrés dans les chroniques, mais les auteurs anciens notaient « Ils ne priaient pas les dieux. Ils ne croyaient qu'en la force de ces hommes. » L'armée romaine de Crassus comptait environ 60 000 légionnaires. Ils étaient alignés en 3 lignes, chacune sous le commandement d'un tribun. Ces officiers, les tribuns, veillaient à ce qu'aucun soldat ne recule sans ordre. Leurs signaux, les sons des corps et des drapeaux, contrôlaient le mouvement d'unités entières. Rome savait transformer le chaos de la bataille en géométrie de la mort. Quand les gladiateurs avancèrent, la terre trembla. Ce n'était pas une armée en marche, mais un torrent avide de combat. Les premiers rangs des légionnaires reçurent le choc des lances, mais la formation ne vacilla pas. Les boucliers se refermaient comme les valves d'une carapace de tortue. Cette formation, les Romains l'appelaient testudo, la tortue. Sous ce mur vivant, les soldats avançaient pas à pas, repoussant l'ennemi. Spartacus mena personnellement le combat. Appien écrivait qu'il avait percé la ligne ennemie, cherchant à atteindre Crassus lui-même. Dans le feu de la bataille, il tua 2 centurions, des commandants d'unités, reconnaissables à leurs plumes rouges sur les casques. L'un des Romains survivants raconta que le Thrace combattait sans casque, pour être reconnu par les siens. Mais la force de la formation romaine résidait dans son système, et non dans ses héros. Lorsque la ligne de front des gladiateurs perça les légionnaires, les manipules de la 2e ligne se refermèrent aussitôt, comblant la brèche. La discipline, affûtée au fil des siècles, l'emporta sur la fureur. L'armée d'esclaves se battit désespérément. Ils se jetaient même sur les lances pour percer la formation. Mais Crassus ne leur laissa aucune chance. Il ordonna de contourner l'ennemi par les flancs et de refermer l'étau. Vers midi, le combat se transforma en boucherie. Une multitude de corps jonchait le champ. Selon Plutarque, les cadavres étaient si denses qu'on pouvait marcher d'un bout à l'autre du champ. Spartacus lui-même fut blessé d'un coup de lance à la cuisse, mais continua à se battre jusqu'à disparaître dans la mêlée. Son corps ne fut jamais retrouvé, ni parmi les vivants, ni parmi les morts. Ceux qui survécurent tentèrent de se retirer vers le sud, mais la cavalerie romaine les intercepta. Crassus ne permit pas aux prisonniers de s'échapper. Plus de 6000 personnes furent capturées et crucifiées le long de la route de Capoue à Rome. C'était la célèbre Via Appia, l'artère principale de l'Italie. 6000 croix, s'étendant sur près de 200 kilomètres.
Plutarque écrivit que les croix restèrent dressées pendant des années, jusqu'à ce que le vent ne brise les dernières. Cette crucifixion devint un symbole de vengeance. Pour les Romains, le triomphe de l'ordre. Pour tous les autres, un rappel que la liberté, une fois achetée par le sang, ne meurt pas avec ceux qui l'ont combattue. Même les ennemis reconnaissaient que Crassus avait vaincu à un prix que personne ne voulait payer. Ses troupes perdirent des milliers d'hommes, et l'Italie gisait en ruine. Les rumeurs sur la mort de Spartacus se sont transformées en légendes. Certains disaient qu'il avait percé et péri en mer. D'autres, qu'il avait été brûlé avec les morts. Mais les historiens s'accordent sur un point. Sa révolte fut le miroir de la République elle-même. Car l'armée d'esclaves se battit comme devaient se battre les citoyens. Pour l'honneur, pour le droit d'être des hommes. Lorsque Crassus revint à Rome, il fut accueilli par le silence. Le peuple voyait les croix le long de la route. Et même la victoire semblait une défaite. Car si une armée de 60 000 légionnaires avait dû verser tant de sang pour vaincre des esclaves, qu'est-ce que cela disait de la République elle-même? Mais l'histoire de Spartacus n'était pas encore terminée. Sa défaite ne fut pas une fin, mais un avertissement. Quelques années plus tard, Rome tremblerait à nouveau. Non plus à cause des esclaves, mais à cause de ses propres généraux. Et alors le nom de Spartacus résonnera en un murmure, comme le signe que les empires ne s'effondrent pas sous les coups d'ennemis extérieurs, mais sous la peur des hommes libres. Après la bataille du Silarus, où l'armée de Spartacus fut vaincue, Rome ne célébra pas longtemps. La victoire de Crassus s'était avérée trop coûteuse, trop sanglante. Le long de la Via Appia se dressaient des milliers de croix. Et quiconque se rendait de Capoue à Rome voyait les corps des anciens esclaves se décomposer sous le soleil. Ces croix devinrent un mur de peur, érigées non pas de pierre, mais de chair. Mais plus elles restaient debout, plus il devenait clair. Avec les esclaves, Rome avait aussi crucifié une partie de sa propre âme. Les contemporains écrivaient que les sénateurs craignaient Crassus lui-même. L'homme qui avait vaincu la révolte pouvait aussi les vaincre. Le peuple ne voyait en lui pas un héros, mais un boucher. Et bien qu'il rêvât d'un triomphe, une cérémonie fastueuse avec un char et une couronne de laurier, le Sénat lui refusa. La gloire échut à un autre, Gnaeus Pompée, qui arriva tard avec son armée, mais réussit à anéantir les restes des fugitifs au nord. Pompée déclara « Crassus a vaincu les esclaves, et moi, la guerre ». Cette phrase est restée dans les chroniques comme le summum du cynisme romain. Pour Crassus, il n'y eut pas de laurier, seulement la suspicion et une froide reconnaissance. Il devint consul avec Pompée, mais l'inimitié grandit entre eux. Les historiens estiment que c'est après la guerre de Spartacus qu'une nouvelle ère commença à Rome, le temps des dictateurs militaires. La République était fatiguée de la peur et cherchait une force prête à maintenir l'ordre à tout prix. Pendant ce temps, dans les provinces, les rumeurs sur Spartacus ne s'éteignaient pas. Son nom devint un mythe. Dans les colonies grecques, on racontait que le Thrace n'était pas mort, mais qu'il était parti dans les montagnes, où il vivait comme un homme libre. En Égypte, des pièces de monnaie apparurent avec l'image d'un guerrier armé d'une lance, sans inscription. Les historiens débattent pour savoir si ce n'était pas un symbole de ceux qui croyaient en la révolte. Même des décennies plus tard, on écrivait que le gladiateur de Thrace avait montré au monde que les esclaves avaient du sang qui bouillait, comme celui des Romains. Les archéologues trouvèrent des traces de ces années, des fosses communes près de Naples, des pointes de lances carbonisées, des vestiges de murs de camps. Tout cela confirmait silencieusement. La révolte n'était pas une légende, mais une réalité que Rome voulait ignorer. Mais il est impossible d'oublier un ennemi qui vous a forcé à vous regarder dans le miroir. Dans l'histoire militaire, ce conflit devint un tournant. Les tactiques de Crassus, utilisées contre Spartacus. Fossés,
Ligne de siège, encerclement progressif, servirent plus tard de base aux opérations de siège de César en Gaule. Le principe même de la répression totale, détruire non seulement l'armée, mais aussi la volonté de résistance, deviendrait le fondement de la doctrine romaine. Cependant, avec cela, Rome perdit ce qui l'avait autrefois rendue forte, la conviction qu'elle luttait pour la justice et non pour la peur. Sur le plan économique, les conséquences furent palpables. L'Italie se vida. Des centaines de milliers d'esclaves furent tués ou vendus sur les marchés orientaux. Les propriétaires de villas furent contraints d'acheter de nouveaux captifs, conquérant toujours plus de territoires. Ainsi, la guerre contre les esclaves engendra de nouvelles guerres, alimentant les futures conquêtes. Mais la conséquence la plus profonde ne fut pas matérielle, mais humaine. De nombreux Romains se demandèrent pour la première fois si l'on pouvait considérer les esclaves comme des choses, s'ils se battaient comme des citoyens. Le philosophe Sénèque écrivit un siècle plus tard « Un esclave est un homme comme toi, seulement il a eu des malheurs avant toi. » Les origines de cette réflexion se trouvent dans ces feux qui brûlaient dans le sud de l'Italie. Les historiens débattent pour savoir qui était Spartacus. Un libérateur, un rebelle, ou simplement un guerrier qui refusa de se soumettre. Mais une chose est évidente. Sa guerre fut un miroir de l'orgueil romain. Rome vit en lui non pas un ennemi, mais son propre reflet. La force qui vit en chacun de ceux qui refusent d'être esclaves. Et pourtant, dans la mémoire des Romains, Spartacus resta un nom dangereux. Les sénateurs ne le prononçaient pas à voix haute. Les écoles de gladiateurs furent étroitement surveillées, et il fut interdit aux guerriers de porter des armes en dehors de l'arène. Ainsi, la peur d'un seul homme changea le comportement de tout un peuple. Lorsque César traversa le Rubicon quelques années plus tard, Rome entendit à nouveau le grondement des pas d'une armée, et certains des vieux soldats se souvinrent peut-être de ce jour où 70 000 esclaves marchèrent au combat sans peur. Car Spartacus, mort sans sépulture, ne laissa pas de corps, il laissa une idée, l'idée que le pouvoir n'est pas éternel, et que les chaînes se brisent si on les tire ensemble. Plus de 2000 ans se sont écoulés, mais l'histoire de la guerre de Spartacus fait encore battre les cœurs plus vite. Ce n'est pas seulement le récit d'un gladiateur qui a mené une révolte contre un empire. C'est l'histoire de la façon dont la peur transforme le pouvoir en monstre, et l'espoir en une force capable de détruire des empires. Plutarque écrivait que « il y avait plus de bravoure en Spartacus qu'en ceux qui se disaient ses maîtres ». Pour les chroniqueurs antiques, cette reconnaissance était rare, car eux, les Romains, célébraient les victoires des légions, et non les défaites des esclaves. Mais devant cet homme, même les ennemis s'inclinaient. Il montra que le courage n'appartient ni à une classe, ni à un rang, ni au sang. Rome tenta longtemps d'effacer le souvenir de la révolte. Dans les manuels, que des esclaves copistes réécrivaient, Spartacus était mentionné en passant, sans détail. Mais les gens se souvenaient. Dans des inscriptions souterraines, découvertes par les archéologues près de Capoue, se trouvent de courts mots gravés dans la pierre. « Servus fui, sed pugnavi » »« J'étais esclave, mais j'ai combattu ». Ces mots ont traversé les siècles, devenant l'épitaphe la plus honnête de cette guerre. Avec le temps, l'histoire de Spartacus s'est transformée en mythe. Son image a pris vie dans des pièces de théâtre, des légendes, des films, comme un symbole de révolte contre le destin. Mais sous ce mythe, il reste le squelette d'acier des faits. 70 000 insurgés, 6 000 crucifiés, et un empire qui, l'espace d'un instant, réalisa que même un esclave pouvait changer le cours de l'histoire. Les historiens militaires modernes voient dans la guerre de Spartacus non pas une simple révolte, mais un exemple unique de stratégie de guérilla dans le monde antique. L'absence d'approvisionnement centralisé, les unités mobiles,
les frappes sur les points faibles de l'ennemi. Tout cela rappelle les méthodes que, 2000 ans plus tard, des rebelles utiliseraient à d'autres époques. Spartacus n'a pas inventé la guerre des pauvres contre les riches, mais il lui a donné une forme. Dans la mémoire culturelle de l'humanité, il est devenu plus qu'un homme, un archétype. En lui se sont mêlés la fureur et l'honneur, le désespoir et la dignité. Pour les Romains, il était une honte. Pour les générations suivantes, un avertissement. Car chaque civilisation, aussi grande soit-elle, est bâtie sur le dos de quelqu'un. Et si ces dos se redressent, même les plus grandes murailles tomberont. Les archéologues du XXIe siècle trouvent encore des traces de cette guerre. Pointes de flèches, agrafes de chars, restes carbonisés de camps. Ces découvertes sont silencieuses, mais par leur forme même, elles rappellent « l'histoire n'est pas morte ». Elle attend seulement que quelqu'un pose à nouveau des questions. Pourquoi un empire, bâti sur la discipline, a-t-il failli s'effondrer à cause d'un groupe de gladiateurs en fuite? Pourquoi un homme, privé de tout, s'est-il avéré plus libre que ceux qui possédaient des provinces entières? Et surtout, qu'est-ce qui nous rend esclaves aujourd'hui? C'est là que réside la force de cette histoire. Elle ne parle pas de la Rome antique, ni des gladiateurs, ni des croix le long de la route. Elle part du choix qui se présente à chacun. Baisser la tête devant la peur, ou lever l'épée, sachant que l'on peut périr, mais que l'on restera un homme. Plutarque écrivait que Spartacus tomba, entouré des corps de ses ennemis, comme un aigle abattu par les flèches, mais qui n'a pas replié ses ailes. Et peut-être, c'est là tout son héritage. Car il a perdu la guerre, mais il a gagné l'éternité. Rome s'effondra 5 siècles plus tard, mais le nom de Spartacus lui survécut. Il devint un mot de passe pour tous ceux qui s'élevaient contre l'esclavage, des gladiateurs de l'Antiquité aux rebelles des temps modernes. Chaque fois qu'un homme prononçait « Je ne suis pas un esclave », quelque part dans l'ombre de l'histoire, sa voix répondait. Et maintenant, connaissant cette histoire, on peut se poser la question. Si tu avais été là, sur le champ sous la pluie, parmi ceux qui marchaient à la mort pour la liberté, aurais-tu pu faire un pas en avant? Ou serais-tu resté dans les rangs des légionnaires, défendant un ordre où un seul vit et des milliers le servent? La poussière des siècles a caché les corps, mais pas le sens. Et en regardant aujourd'hui les ruines de Rome, il faut se souvenir. Les empires ne s'effondrent pas quand l'ennemi est aux portes, mais quand ceux de l'intérieur cessent de croire en ce pourquoi ils vivent. Spartacus n'a pas détruit Rome. Il l'a forcé à voir ses fissures. Et c'est pourquoi sa défaite, c'est peut-être la plus grande victoire de l'homme sur le destin.